Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au départ de l'étape du Tour de France Carcassonne-Quillan. Vous entendez la rumeur, les coureurs sont à la signature. Aujourd'hui je vais rencontrer quelqu'un qui connaît bien le Tour de France puisqu'il l'a gagné 2 fois. Ce coureur c'est Bernard Thévenet. Donc tout de suite c'est l'interview vintage avec Bernard Thévenet. J'avais un tout petit vélo, c'était le vélo de ma sœur. Elle s'en servait pour aller à l'école. Et j'ai appris à faire du vélo avec son vélo parce qu'on habite à 5 km de l'école. Et que mes parents envisageaient d'acheter un petit vélo. Mais pour m'acheter un vélo, il fallait que je montre que j'étais capable de faire du vélo. J'avais 6 ans et demi. Mes parents étaient paysans et à l'époque on allait à l'école jusqu'à 14 ans, on passait le certificat d'études et puis après on travaillait à la ferme. Et donc j'avais obtenu mon certificat d'études, j'avais 2 sœurs qui étaient plus âgées que moi. Quand elles avaient obtenu leur certificat d'études, elles avaient eu un vélo moteur, une mobilette comme on disait à l'époque. Et moi quand j'ai le certificat d'études, les parents ils disaient bon on va t'acheter une mobilette. Et moi je dis à mon père non, moi je veux un vélo de course. Mon père il refusait parce qu'il a dit s'il se met à faire du vélo, il ne va pas m'aider à la ferme. Donc, alors, on a discuté un moment, on a négocié finalement. Il m'a acheté un genre de vélo demi-course. En réalité, c'est un vélo avec un double plateau quand même, avec 4 vitesses et un guidon de course et des garde-boue. J'habite un petit village qui faisait 580 habitants. J'ai eu la chance d'avoir un copain, puis après encore un autre, qui ont commencé à faire des courses de vélo. Donc du coup avec mon demi-course, là j'allais les voir courir. Et puis après je me suis entraîné avec eux pendant l'automne. Puis ils m'ont dit mais tu devrais prendre une licence parce que tu marches bien. Et évidemment mon père ne voulait pas parce que c'était dangereux, parce que gna gna, ci et ça. Et puis finalement j'ai pris une licence en cachette. Sans lui dire, puis j'ai fait ma première course sans lui dire. Et évidemment, après quand je suis rentré de la course, je lui ai dit. Et il n'a pas été trop surpris parce que je pense qu'il s'en doutait. Et il m'a dit, il a demandé aux dirigeants où est-ce qu'il court dimanche, c'était à 50 km de la maison. Dit je vais l'emmener, je vais voir ce qu'il est capable de faire. Je dis c'est pas le moment de se louper, du coup j'ai gagné la course là. Donc mon père était content et après il me laissait une journée par semaine pour m'entraîner. Oh, je ne pensais pas encore à la carrière. Hein. C'était, j'étais dans un monde paysan où chaque chose en son temps. Hein, on sème et puis on attend que ça pousse, en espérant que ça va pousser, on n'en est jamais sûr. Donc là, c'était pareil. C'était bien, mais ce n'était que des courses amateurs. C'était très très loin du monde professionnel. Donc j'essayais de faire du mieux possible, de m'améliorer autant que possible, mais j'envisageais pas du tout je rêvais du monde professionnel, mais je n'envisageais pas le monde professionnel. J'ai commencé à 18 ans, j'ai commencé à faire quelques courses à étapes. Et là, on a remarqué que j'avais une bonne récupération, que j'étais bien dans les courses à étapes. J'ai fait ma première course internationale au Tour du Roussillon. C'était en 66. Et il y avait un type qui marchait pas mal, là, que j'ai réussi à battre quand même, aux bonifications. Un gars, il s'appelait Luis Ocaña. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Après, on s'est rencontrés souvent après. Mais c'est pour ça que je cite, parce que c'était quelque chose sur le coup, on ne se connaissait pas. Et après, quand Louis s'est passé professionnel, un peu avant moi, je suivais sa carrière parce que je disais, bon, j'étais un peu l'égal de lui. Je dis, normalement, je devrais être à peu près comme lui pour pouvoir avoir une idée si j'étais capable d'être professionnel ou pas. Et puis en fin 67, j'étais incorporé au service militaire. Et j'étais à Besançon. Puis au bout de 3 mois, on m'a envoyé à Fontainebleau
au bataillon de Joinville, qui est à Fontainebleau. Donc, étant à Fontainebleau, pas très loin de Paris, je dis qu'il faudrait que j'aille dans un club à Paris. Et justement, il y a un club qui m'a démarché, c'est l'ACBB, avec Paul Viégan, le directeur sportif. Et du coup, je suis passé à l'ACBB. Et là, j'ai appris énormément de choses à l'ACBB parce que c'était vraiment un très très bon directeur sportif. J'ai été champion de France amateur. Et du coup, j'avais 20 ans. Et j'avais une proposition, mais pas directe, par l'intermédiaire de quelqu'un, de mon petit patelin là, de Saint-Julien, qui avait des connaissances, enfin qui connaissait Antonin Magne. Et il m'avait dit, si tu veux passer pro, tu peux, mais Paul Viégan m'avait dit, il vous voyez ces coureurs, il m'a dit, petit père, vous êtes un peu trop jeune quand même, hein, passer pro à 20 ans, c'est très risqué. Alors du coup, j'étais resté à la CBB, puis j'ai bien fait parce que en début d'année, j'ai fait une angine et j'ai mis, je sais pas bien, 3-4 mois avant de retrouver le coup de pédale. Donc, si j'avais été chez les pros, ça se trouve, j'aurais fait l'année, puis après, ça aurait été fini. Et puis, on avait à la CBB, on avait des vélos Terreau, qui étaient une sous-marque de Peugeot. Et donc, Paul Viégan s'était engagé pour avoir des vélos Terreau. Là, s'était engagé à proposer ses meilleurs éléments à l'équipe Peugeot. Et c'est comme ça que je suis passé professionnel chez Peugeot. Il y avait dans ses rangs, il y avait Pinjon, il y avait Ferdinand Braque, il y avait Carstens, il y avait Désiré Le Thor, Raymond Delille. Non, il y avait des pointures, si on peut dire. Hein. Et parce qu'elle est devenue encore plus mythique après, quand j'ai gagné le Tour en 75, parce que c'est une équipe 100% française. Et ouais, j'étais un peu déçu quand même en passant chez Peugeot, parce que le directeur sportif Gaston Plot était un très bon, relation publique. Mais en tactique cycliste, il ne connaissait pas trop. Hein. Donc j'avais l'impression d'avoir régressé. Dès ma deuxième année pro, en 71, Gaston Plot avait engagé Walter Godefroot, un Belge qui était très bon dans les classiques et surtout qui était un maître à penser. Et j'ai tout appris avec lui pratiquement. Hein. C'était un très très bon tacticien qui connaissait bien la course. On a fait le Tour d'Espagne en 71 qu'a gagné Ferdinand Braque. Et c'est Walter Godefroot qui faisait le directeur sportif et qui nous avait appris comment faire l'équipier, comment bien réagir et tout ça. Et j'ai énormément appris avec lui. Heureusement qu'il était là parce que autrement je n'aurais pas appris grand chose. C'était vraiment mon premier vrai coach en quelque sorte chez les pros. Oui, ma première victoire chez les pros, c'était au Montfaron. C'était une course contre la montre, on faisait je sais pas combien, on partait de hier, je crois, et on allait monter le Montfaron, donc ça faisait une douzaine de kilomètres sur le plat, et après on montait le Montfaron. Et je sortais on avait fait les courses, avant on faisait une saison, un mois sur la Côte d'Azur, il y avait beaucoup de courses, on faisait beaucoup de courses là-bas. Et j'ai fait 4e à Saint-Tropez, puis une autre place de 4e. Et j'étais remonté chez moi, j'avais bien roulé. Et donc je suis redescendu faire le Montfaron là. Et j'ai fait ça à bloc. Hein. Puis je suis arrivé, je partais dans les premiers, donc j'étais meilleur temps. Ça me paraissait normal, hein, j'étais dans les tout premiers. Il y a peut-être un ou deux coureurs qui étaient partis avant moi. Mais au fur et à mesure que les coureurs arrivaient, j'étais toujours meilleur temps. Et j'avais battu Gimondi, Pinjon, tout ça. Et puis il y avait Merckx qui est parti en dernier. Je me suis dit, je vais faire 2e du Montfaron. Ça, c'est quelque chose quand même. Puis, on apprend que Merckx avait eu un pépin. Il était tombé dans il y avait déjà un rond-point à l'époque, enfin des îlots directionnels. Et finalement, je l'ai battu. Donc, j'ai gagné le Montfaron. J'étais content. C'était ma première victoire. Mais en même temps, c'était pas vraiment une victoire parce que Eddy était tombé et je savais bien que s'il n'était pas tombé, j'aurais terminé 2e. Mais bon, c'était quand même une satisfaction.
j'avais fait le tour de Belgique, des courses qui ne me convenaient pas du tout. Et puis au mois de juin, j'ai fait le Critérium du Dauphiné. Je suis arrivé, malheureusement, j'étais pas en bonne condition physique, j'étais enrhumé, ça allait pas bien. J'ai souffert les 4-5 premiers jours, j'étais bien que les 2 derniers jours. Et puis après, il y avait le championnat de France. Et puis après, il n'y avait plus de course pour ainsi dire. Et il devait y avoir une course en même temps que le Tour au tout début. Mais donc je vais au championnat de France. Puis je suis resté chez moi. Puis je vais prendre un peu de vacances. Je suis resté. Déjà, le championnat de France, c'était en Bretagne. Je suis rentré chez moi le lundi soir. Le mardi, j'ai dit je ne vais pas rouler. De toute façon, peut-être une petite course à faire, mais pas sûr. Et puis le mercredi, je vois un copain au marché à Charolles qui me dit viens, allez, on va rouler cet après-midi. Je dis ouais, tiens, allez hop, on va rouler tranquille. Et puis là, le Gaston Plot appelle. Et qu'il fallait rappeler, parce que mes parents n'avaient pas le téléphone, c'est une voisine, enfin bref. Et on allait partir à l'entraînement. Et je dis au copain, je dis c'est sûrement la course à la couronne qui est annulée. Je dis écoute, on va aller rouler, on téléphonera après. Puis il me dit téléphone maintenant, comme ça moi tu seras tranquille. Bon. J'appelle et Gaston Plot, il me dit écoute, je suis un peu embêté parce que Ferdinand Braque et Carsten sont malades et j'ai besoin de toi pour le Tour de France. Pour le Tour de France, j'avais 22 ans, c'était ma première année de pro. J'ai dit mais ça, je suis trop jeune, je ne suis pas assez expérimenté pour faire le Tour. Il m'a dit mais si, tu vas voir et tout. Alors, j'ai dit je peux vous donner une réponse dans un petit moment. Il m'a dit oui, mais bon, tu sais, j'ai absolument besoin de toi. Et il y avait un ancien coureur qui s'appelait Victor Ferrari, qui avait fait le Tour, paraît-il, dans les années 20, 25, et qui me donnait parfois des bons conseils. Et à mon copain aussi, là. Donc, on l'appelle, on va le voir. Et puis il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, voilà, putain, j'ai quand même un drôle de choix à faire, là. On me demande d'aller faire le Tour de France, j'ai 22 ans. Et il me dit, mais attends, t'es pas un peu couillon, toi? Il me dit, mais on te propose de faire le Tour de France, mais il y a 500 coureurs qui voudraient faire le Tour de France, et toi, tu dis non. Je dis, ouais, mais je suis pas entraîné. Mais non, ça va. Et en plus, coup de bol, ce type-là, il était un peu dans la chasse, il élevait des chiens. Et il avait vendu un chien à Gaston Plot quelque temps avant. Donc il prend le téléphone à Gaston. Ouais, t'as bien fait de le prendre et tout, c'est un bon coureur, tu verras. Et moi, j'étais là comme ça. Et je disais, mais si je suis pas bien que j'abandonne, alors Gaston Plot me dit, non, mais t'inquiète pas, on n'en tiendra pas compte, on va tenir compte que c'est quand même bien que tu te dévoues pour l'équipe, pour être présent. Bon. Et il dit qu'il faut que je fasse. Il me dit, tu prends des cuissards, des maillots, puis demain matin, il faut que tu sois à Limoges. Ah bon? Attends, du coup, j'ai pensé que j'avais été sélectionné sur un critère géographique parce que je pouvais être à Limoges le lendemain matin. Donc voilà, puis je suis allé au Tour de France. Alors, on m'avait dit, tu verras, le Tour de France, c'est pas une course comme les autres. Effectivement, on avait droit à une valise, on avait des cuissards, des maillots. À l'avant, il fallait toujours pleurer pour avoir un maillot. Là, on a toujours combien? 8 maillots, 6 cuissards, des trucs comme ça. Et on m'a dit, tu verras, le Tour de France, sur les fins d'étape, ça roule. Tu n'auras jamais roulé aussi vite. Bon. Et je fais la première étape, je fais très attention, j'étais toujours dans les 50 premiers, toujours très attentif et tout. Effectivement, à 40 bandes de l'arrivée, ça commence à rouler. J'ai fini les 20 dernières bandes en queue de peloton, j'étais à fond. J'ai dit, si ça continue comme ça, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et puis, petit à petit, je me suis un peu mis dans le rythme. Et puis, je suis arrivé au bout de 8 jours, j'avais l'impression d'être râpé, là. Je dis, je ne sais pas comment je vais faire. Je m'accrochais. Il y avait une étape Valenciennes-Bruxelles, un matin. Il y a eu une chute, j'étais pris dans la chute. Je ne suis pas chuté, mais j'étais pris dans la chute. On a perdu du temps. Alors, on s'est retrouvés dans un petit groupe et il y avait des anciens qui étaient là, qui disaient, allez, il faut y aller aujourd'hui, parce que l'étape, elle faisait 110 bornes, un truc comme ça. Attention, les délais, ils vont être courts. Je dis, mince alors. Et effectivement, on a roulé, on devait être assez à l'aise pour les délais, mais c'est une des premières fois où je menaçais d'être éliminé par cause des délais. Alors là, j'ai dit, ça continue comme ça, je ne sais pas comment je vais faire. Et puis le lendemain, c'est pareil, ça repart à bloc. Puis au bout d'un moment, il y a un coureur qui s'en va, c'était Alain Vasseur. Et puis je sais pas, le peloton s'arrête. Et puis de ce jour-là, je me suis refait la santé.
Après, ça allait un petit peu mieux. Il y avait une arrivée à Mulhouse, là j'étais dans le premier groupe. Le lendemain, j'étais à 25 minutes. J'étais comme ça, probablement, je vois quelle expérience. Mais quand même, je fais 5e en haut du Mont Ventoux. Ah, et il y avait un vieux soigneur belge qui était là et qui m'a dit: ah, mais toi, tu es un homme du Tour, hein, dit, parce que tu marches mieux au bout de 15 jours que quand tu es arrivé. Raymond Delisle voulait faire l'étape. Entre-temps, Roger Pinjon, qui était notre leader, avait abandonné. Donc Raymond Delisle voulait faire l'étape. On avait dit quand même, on n'a rien fait jusque-là, il faut absolument... Bon, allez, on a dû prendre notre courage à deux mains. Et effectivement, Raymond Delisle s'échappe. Donc derrière, on essaye de filtrer les contre-attaques. Et puis finalement, je me retrouve pratiquement dans les premiers au sommet du col d'Aspin. Et on fait la descente d'Aspin. Je perds un petit peu de temps dans la descente parce que c'était mouillé. Et puis je reviens sur la tête de la course, après Grippe, là, en bas du Tourmalet. Et à ce moment-là, il y a Robert Chapat qui était reporter à Europe 1 à l'époque sur la moto. Et puis qui avait peut-être besoin d'un peu d'animation, je ne sais pas. Et qui me dit, mais vas-y, c'est toi le plus frais. Juste avant que je revienne sur les premiers, là, il dit, mais vas-y, c'est toi le plus frais, attaque, tu vas passer devant, je sais pas quoi. Je dis, bah, s'il me dit ça, c'est sûrement qu'il va parler de moi, j'attaque. Je prends devant, parce que il y avait Merckx, il y avait Poulidor, il y avait Agostino, il y avait Van Nim, Zoutmel, tout ça qui était dans ce groupe-là. Là. Et j'attaque, je regarde, personne ne suit. Oh, je me dis, je suis en tête d'une étape de montagne du Tour de France, c'est formidable. Je continue, mince, à un moment, je vois une voiture devant. Ah bah mince, il y avait Gilbert Bellone qui était devant. Ah bah j'ai 18, alors j'ai continué, je vais passer au sprint parce que je ne voulais pas qu'il prenne ma roue, je voulais être tout seul devant, dans une étape du Tour de France. Et puis voilà, puis je suis parti. Et puis il y avait, à l'époque on n'avait pas d'oreillette, mais je connaissais un ancien coureur qui habitait à Boulogne, qui s'appelait Victor Cosson, qui avait fait 3e du Tour en 1937. Et qui était motard, qui pilotait un photographe. Et c'est lui qui me donnait les écarts. Il me dit, mais si, tu peux y arriver, tu vas y arriver. Allez, moi il dit ça pour m'encourager, mais j'ai continué. Puis finalement, j'étais tellement motivé par une étape du Tour de France que je me suis jamais fait, enfin jusque-là, je m'étais jamais fait aussi mal en vélo. Hein. Alors je suis vraiment allé au bout du bout, mais parce que c'était une étape du Tour. Ça aurait été une autre course, je crois que... Mais là, j'étais encouragé par le directeur sportif derrière, mais par Totor Cosson, par un moment Chapat aussi, qui est monté, qui m'a dit « Allez, mais tu peux y aller, tu peux le faire ». Donc, j'étais vraiment motivé, puis du coup, je suis allé jusqu'au bout. Et là, ça a changé ma vie, parce que jusque-là, je ne savais pas si j'allais être vraiment capable de faire carrière. À partir du moment où on a gagné une étape dans le Tour, hein, on sait que si on ne fait pas de conneries, on restera dans le peloton un bon moment. Le meilleur souvenir, c'est la montée de l'Isoire en 1975. J'avais pris le maillot jaune la veille, donc c'était mon premier jour en maillot jaune. Il y avait Louison Bobet qui était au départ, qui était un peu peut-être pas vraiment mon idole, Bobet, mais quand j'ai commencé à courir, j'avais lu, un copain m'avait prêté un livre de Louison Bobet qui s'appelait Ancel, et qui donnait des conseils pour les jeunes coureurs. Et il donnait des conseils pour l'entraînement, pour la diététique, pour les tactiques en course et tout ça. Moi, je m'en étais vraiment inspiré. Et pour moi, Bobet, c'était plus un coach qu'une idole. Et il m'avait dit, tu sais, pour être un grand champion, il faut passer l'Isoire en tête avec le main jaune sur le dos. Il m'a dit, t'en as déjà fait la moitié. Je me souviens bien de ça. T'en as déjà fait la moitié, t'as le maillot jaune. Et effectivement, j'avais prévu d'attaquer dans l'Isoire parce que j'avais que 58 secondes d'avance sur Merckx. À l'époque, 58 secondes sur Merckx, c'était rien du tout. Hein. Donc il fallait absolument que j'arrive à le distancer. Et je me suis échappé dans l'Isoire, j'ai pris 2 minutes et quelques, mais quand je suis arrivé dans la casse déserte, il y avait une foule énorme, la foule était au milieu de la route, il y avait un motard qui était 10 mètres avant moi, un motard de la police. J'avais l'impression qu'il fendait la foule elle se refermait, elle s'ouvrait, elle se refermait, ça se rouvrait devant moi. Et je sentais qu'il y avait, je sais pas, une sorte de ferveur de ces gens-là, que j'étais comment dire, c'était impossible de ne pas pas les rendre heureux, de ne pas leur rendre service, quoi. Il fallait absolument que je fasse quelque chose.
C'était même, il y a même un moment, ça m'avait tellement survolté que, oh, j'ai dit, attends, je suis un peu sur régime là, il faut que je revienne dans faut que je revienne dans ma course. Mais c'était un moment exceptionnel et ça me restera toute ma vie, la clameur des gens. C'était, je sentais vraiment que les gens étaient là pour, ça leur faisait vraiment plaisir et s'ils avaient pu, ils m'auraient poussé, ils auraient fait n'importe quoi pour que je puisse continuer comme ça. Le pire souvenir, c'est l'abandon dans le Tour 76, parce que j'avais gagné le Dauphiné 3 semaines avant le départ du Tour, j'étais en très bonne condition physique. J'ai pris le départ du Tour, je fais 3e du prologue, alors que c'était vraiment pas le prologue, c'était ma bête noire, ça, j'aimais pas ça le prologue, un truc court comme ça là. J'ai jamais réussi à finir dans les 15 premiers. Là je fais 3e, bon, ben, je me dis là, je marche, ça va être une formalité. Je suis tombé le 4e jour, petit à petit, je me suis éteint. Et j'étais au bout d'un moment, j'étais plus que l'ombre de moi-même. J'ai jamais compris, je pense que ça vient de la chute, mais j'ai jamais compris vraiment d'où ça venait. Et ça, c'est vraiment le plus mauvais moment. Hein. Ça, reconnaître qu'on peut plus, qu'on n'y arrive plus, c'est un très très mauvais moment. J'en ai un seul, j'ai presque plus de maillots. Je le regrette maintenant parce que je me dis j'aurais dû faire collection, j'aurais dû garder, mais bon, c'est que sur le coup, bon, le vélo c'est un peu l'instrument de travail, donc enfin moi j'y prêtais pas trop d'importance. Et maintenant je me dis ah bah oui tiens j'aurais dû les garder, mais bon, je les ai plus, puis de toute façon bon, quand je serai décédé. Oui, bien sûr, il y a une mode parce que les gens se rendent compte que finalement, le vélo, c'est un pléonasme, mais ça a une importance capitale dans la performance. Hein. Et que donc, obtenir un vélo d'un coureur vainqueur du Tour, bah, c'est sûr que déjà c'est rare, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'est quand même quelque chose de fantastique parce que sur 110 ans de Tour de France, il y a combien, une cinquantaine de vainqueurs, guère plus, hein, je pense. Hein, entre les boulimiques qui en ont gagné 5 et ceux qui en ont gagné 3 ou 4. Donc avoir un vélo d'un corps du Tour de France sur un siècle, il y en a, je sais pas, je pense qu'il y en a une cinquantaine. C'est quand même un sacré souvenir. C'est une pièce rare, quoi. C'est une pièce rare. C'est comme les maillots jaunes, c'est pareil. Hein, les maillots jaunes, bon maintenant aussi c'est pareil, maintenant on en distribue beaucoup plus des maillots jaunes. Mais avant il n'en distribuait pas. On en avait un par jour de maillots jaunes, c'est tout. Hein. Donc moi j'en ai eu en tout, j'en ai eu combien 16 je crois. Mais bon, j'en ai donné quelques-uns aux équipiers, quelques-uns, j'en ai donné un à mes parents, et puis moi j'en ai gardé 2 ou 3, c'est tout. Mais il n'y en avait pas une profusion comme maintenant. Alors, je pense que les maillots jaunes anciens, ça doit être aussi extrêmement recherché parce que c'est extrêmement rare.